Bonjour à tous. Bon, il est 30, je vais pouvoir commencer ce Solution Pro. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents. N'hésitez pas à m'écrire dans le chat si vous m'entendez bien et si vous voyez bien mon écran. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'empiètement en cas d'isolation thermique par l'extérieur et notamment du droit de surplomb. Donc, on a un programme assez dense et donc, on va d'abord faire un petit point technique. Donc votre caméra et vos micros sont coupés. C'est normal. Et vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. On y répondra au fur et à mesure du webinaire, voire en fonction des réponses peut-être à la fin. Donc rapidement, aujourd'hui au sommaire, donc je vais rapidement présenter l'Agence parisienne du climat et le dispositif COPRO. Et ensuite, on va parler du droit de surplomb dans un cas d'isolation thermique par l'extérieur. Parce qu'en effet, quand on est dans des démarches de travaux de rénovation énergétique et notamment d'isolation thermique par l'extérieur, bah, ça va souvent entraîner des modifications structurelles qui sont susceptibles du coup d'empiéter sur les propriétés voisines ou bien sur le domaine public. Et donc, ça pose des questions juridiques sur le droit de surplomb. Et donc, pour ça, j'aurai la chance d'être accompagnée par Isabelle Dalmas, qui travaille à la FNAIM comme juriste consultante, et Monsieur Foucault de Pancheville, qui est syndic de copropriété chez Maville Immobilier. Donc, on aura à la fois une partie vraiment cadre juridique sur le droit de surplomb et une partie retour d'expérience de Monsieur de Pancheville. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter l'Agence parisienne du climat. Donc, on est une association à mission de service public qui a été créée en 2011 et qui a été créée notamment pour mettre en place les plans climat de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner à la fois les particuliers et les professionnels dans la transition énergétique et notamment dans la rénovation énergétique des bâtiments. Et on est également là pour essayer du coup de faciliter le dialogue entre toutes les parties prenantes et de permettre la montée en compétences sur tous les sujets liés à la transition énergétique. Et donc, on est notamment un espace France Rénov et on a un guichet, on est le guichet unique de la rénovation énergétique des copropriétés à Paris. Et on est la porte d'entrée, notamment pour les copropriétés parisiennes, pour pouvoir disposer de tous les dispositifs d'aide financiers de la ville de Paris. Donc, que ce soit pour le DTG, pour la végétalisation ou les dispositifs Éco-Rénovons Paris. On a également du coup tout un volet sur les enjeux d'adaptation du territoire qui sont au sein de l'Agence parisienne du climat. Et donc pour pouvoir répondre à tous ces enjeux de transition énergétique, on utilise beaucoup la plateforme Coach CoPro qu'on a développée, qui est à la fois un centre de ressources, à la fois pour les professionnels et pour les particuliers, et qui est également un centre de ressources sur les projets qui ont déjà été réalisés, notamment de rénovation énergétique, et qui peuvent être utilisés ou regardés par d'autres copropriétés pour s'inspirer. On a également sur Coach CoPro un annuaire de professionnels à la fois pour réaliser tout ce qui est études de rénovation, de projets de rénovation énergétique, de maîtrise d'œuvre conception, de végétalisation ou même pour réaliser les travaux. Donc, si vous êtes un professionnel et que vous souhaitez être affilié à l'annuaire, ben, n'hésitez pas à regarder pour le faire. Et c'est notamment via la plateforme Coach CoPro que passent les copropriétaires pour pouvoir bénéficier et les syndics pour pouvoir bénéficier de notre accompagnement sur la rénovation énergétique des copropriétés. Et donc, pour que les copropriétaires puissent trouver les professionnels pour réaliser leurs projets, ils passent par l'annuaire Coach CoPro et aujourd'hui, on a environ 700 professionnels affiliés. Et donc aujourd'hui, on est dans un webinaire Solutions Pro et on organise des webinaires tous les mois avec des thématiques différentes chaque mois. Et l'objectif, c'est de pouvoir rester informé sur les évolutions et monter en compétences sur toutes les thématiques liées à la rénovation énergétique.
Donc, si vous avez des questions sur les prochains webinaires qui ont lieu, n'hésitez pas à aller regarder sur notre agenda et on met également à disposition tous les replays sur notre chaîne YouTube. Donc, avant de laisser la parole à Madame Dalmas, je fais un petit aparté. Le 10 avril, on réalise le forum Habiter durable qui sera à l'Hôtel de Ville à Paris. Et l'objectif, c'est de permettre à tous les acteurs impliqués dans la rénovation énergétique de pouvoir se rencontrer. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et je vais sans plus tarder laisser la parole à Madame Dalmas. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je vais partager d'abord mon document. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Voilà. Je pense que c'est bon. On le voit bien. Alors, moi, je suis juriste effectivement à la FNAIM du Grand Paris, hein. C'est l'antenne régionale, on va dire, de la FNAIM, de la Fédération nationale de l'immobilier. On a beaucoup de questions sur le droit de surplomb depuis l'isolation thermique par l'extérieur. Alors, je vais d'abord faire un petit point au niveau définition et problématiques juridiques. Après, on va évoquer la manière dont on peut mettre en œuvre ce droit de surplomb, sachant qu'il y a deux manières. Le droit légal de surplomb, donc c'est celui que je vais vraiment approfondir, et la voie amiable, bien sûr, qui reste de mise. Et enfin, je dirais un petit mot sur le droit de surplomb sur le domaine public. Alors, le droit de surplomb, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une définition déjà? Non, il n'y en a pas dans les textes. C'est un droit qui est apparu par le biais des contentieux, donc qui s'est défini en fait au fil des jugements, qui a été mis en place, on va dire, plus par la jurisprudence, par les juges. Mais on peut le définir comme un droit pour un propriétaire de surplomber et donc d'empiéter sur le fonds voisin. Là est tout le problème. Parce que où est le risque juridique? C'est l'empiètement même. Cet empiètement sur la propriété voisine, même s'il est aérien, même s'il est en sous-sol d'ailleurs, a toujours été considéré par les juges comme une atteinte au droit de propriété. Sa sanction, c'est la destruction, hein. On dit la destruction du corps étranger. Et ce, même s'il le dépasse que vraiment de quelques centimètres. Alors, dans les jurisprudences qu'on a, hein, et qui sont bien intérieures à la question des travaux d'isolation thermique par l'extérieur, ça peut être le fait de toiture, de balcons, de terrasses, de câbles même, de construction, d'arbres. Alors, le risque majeur, je l'ai dit, c'est la destruction, hein, c'est les juges qui demandent la démolition, mais ils sont quand même parfois hésitants à prononcer cette sanction qui est dure, hein. Et ils font quand même, ils apprécient de manière proportionnelle. C'est-à-dire que si l'emprise, si l'empiètement est minime, ils ne vont pas sanctionner ils vont pas prononcer une destruction, mais ils peuvent prononcer dire qu'il y a une constitution de servitude qui s'est faite ou demander une indemnisation. Mais quand même, le risque est là, c'est le risque de la démolition. Alors, la nouvelle donne, ça a été la nécessité d'isoler les immeubles. Depuis maintenant plusieurs lois climat, on a des travaux d'isolation thermique qui sont nécessaires, voire obligatoires. On a certains textes qui imposent à un moment donné de réaliser des travaux d'isolation thermique par l'extérieur, notamment par exemple en copropriété quand on fait des ravalements qui répondent à certaines conditions. On a les plans pluriannuels de travaux qui sont obligatoires en copropriété. Donc, on voit que c'est quelque chose qui devient obligatoire, cette isolation thermique par l'extérieur. Et notamment dans les zones urbaines denses, on constate que souvent, ça amène à un empiètement qu'on appelle aérien, un droit de surplomb. Alors, il y a plusieurs cas hein, qui se rencontrent. Alors chaque fois, je vais mettre hein, une copropriété ou un propriétaire unique. Un propriétaire unique, c'est par exemple une maison ou même un bâtiment collectif qui est détenu par un seul propriétaire, c'est ce qu'on appelle une monopropriété. Donc, cette propriété, on va dire, veut réaliser des travaux d'ITE qui va entraîner un surplomb sur une autre propriété, propriété voisine. On est sur le terrain du droit privé. Ou alors, cette copropriété veut réaliser des travaux d'ITE et ça entraîne un surplomb sur un terrain qui appartient au domaine public. Ça, on le verra en toute fin. Un corollaire important au droit de surplomb quand on réalise des travaux d'isolation thermique par l'extérieur, c'est la servitude dite de tour d'échelle. En tant que professionnel, vous avez dû soit en entendre parler, soit ben, l'utiliser. C'est cette servitude qui est temporaire et qui permet
d'accéder temporairement à l'immeuble voisin pour réaliser les travaux d'ITE, pour entreposer les installations provisoires dont on a besoin, mais qui sont strictement nécessaires à la réalisation des travaux, les engins de chantier, les échafaudages, tous ces éléments-là. C'est gérer, on va dire, cet accès par la servitude dite de tour d'échelle. Donc, pour éviter, on a dit, le risque juridique principal, c'est le risque de démolition. Que peut-on faire? On a deux situations. Donc là, on est vraiment que dans le domaine du droit privé, c'est-à-dire quand on va surplomber une propriété privée. Deux procédures. Une procédure, la procédure du droit légal de surplomb. Celle-ci, elle est récente. Elle a été créée par la loi Climat et Résilience de 2021 et elle a été insérée dans le Code de la construction et de l'habitation. Le but du législateur, là, c'est de surmonter en fait une opposition du propriétaire voisin. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sa qualification juridique est discutée. On se demande si c'est une servitude légale, un empiètement en volume sur fonds voisin, un droit particulier. Alors, ça a une incidence quand même, hein, notamment au niveau fiscal, mais là, je ne peux pas rentrer dans les détails. Pour moi, c'est plutôt vraiment un droit avec son propre, ce qu'on appelle un droit sui generis, c'est-à-dire un droit avec ses propres règles et qui n'est pas forcément équivalent à une servitude légale comme une servitude de passage. Mais bon. Donc, dans ce cas-là, le propriétaire qui veut isoler son bâtiment va faire une notification à son voisin, et ça dans une procédure stricte qui est imposée par les textes. Le propriétaire du fonds surplombé, hein, c'est-à-dire du fonds de la propriété surplombée, reçoit cette notification et il ne pourra la contester que dans des cas strictement limités par les textes. On va le voir. La deuxième manière, c'est la voie amiable. Elle n'a pas été mise de côté. Et là, un propriétaire, toujours qui veut isoler son bâtiment, propose la constitution généralement d'une servitude conventionnelle, protocole d'accord au propriétaire, à son voisin. Et là, le propriétaire analyse le protocole, on va dire, le reçoit et l'étudie. Et il est libre, en fait. On est à l'amiable. Il est libre de dire oui ou non. Donc voilà les deux grandes procédures. On va donc là faire un focus vraiment sur le droit légal de surplomb. Donc, comme je l'ai dit, mis en place par la loi Climat et Résilience. Je vous ai mis les liens vers les articles, hein. Il y a un article dans le Code de la construction et de l'habitation. Voilà. Et il y a eu un décret d'application après en 2022 qui n'a pas levé toutes les zones d'ombre, hein, autour de l'application de ce droit, mais bon, qui est quand même venu préciser certains éléments. Alors, quelles sont les conditions pour invoquer ce droit? C'est l'article du Code de la construction et de l'habitation qui nous le dit. Donc, le propriétaire qui veut procéder à une ITE bénéficie, donc c'est un peu automatique, hein, bénéficie d'un droit de surplomb du fond de voisin de 30 centimètres, 35 centimètres pardon, au plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérogation possible. Ça peut être moins, mais ce n'est pas plus. Dans le cadre du droit légal de surplomb, c'est 35 centimètres maximum. L'autre condition, c'est qu'il faut qu'aucune autre solution technique ne permette d'atteindre le niveau d'efficacité énergétique équivalent à l'ITE. Ou que s'il existe une autre solution, celle-ci présente un coût ou une complexité excessive. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie des conditions pour mettre en place ce droit légal de surplomb. L'article continue en disant cet ouvrage ne peut être réalisé qu'à 2 mètres au moins du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires entre eux, hein, des deux propriétés, sur une hauteur inférieure. Donc là, on voit que c'est pas. Il y a des dérogations possibles, mais il faut que ça soit matérialisé par un accord des deux propriétaires. On peut aller au-dessous des 2 mètres. Le texte prévoit qu'une indemnité préalable obligatoire, hein, c'est obligatoire, est due au propriétaire qui va se faire surplomber, hein, qui va subir l'ITE. Et enfin, ils disent que les modalités mises en œuvre de ce droit donc, sont constatées par un acte authentique, on y reviendra, ou par une décision de justice, hein, ça c'est aussi un contentieux, et qui sera publié pour l'information des tiers au niveau de la conservation des hypothèques, c'est-à-dire au fichier immobilier. Et ce droit légal de surplomb, une fois que les conditions sont bien en place, il est automatiquement accompagné de la servitude de tour d'échelle, hein, qui elle aussi nécessite l'octroi d'une indemnité au fonds qui subit l'isolation. Donc voilà toutes les conditions qui sont nécessaires pour mettre en œuvre ce droit légal. Alors après, sa mise en œuvre, il y a d'abord une première phase qui est la notification au voisin. On y reviendra plus tard. Après, la deuxième phase, c'est la réaction du voisin.
soit le voisin, il est d'accord. Bon, là, il y a pas de discussion, les deux parties sont d'accord, on va signer hein, les actes nécessaires pour mettre en place le droit de surplomb et la servitude de tour d'échelle. Soit le voisin s'y oppose. Et là, il y a des conditions. S'il veut s'y opposer, il peut le faire, mais dans un délai de 6 mois après la notification qu'il a reçue dans la première phase, pardon. Et saisir le président du TJ pour s'opposer soit au droit de surplomb, et ou au tour d'échelle, et ou au montant des indemnités. Pareil, on reviendra un petit peu en détail. Et soit le voisin il garde le silence, il dit rien. Il a reçu sa notification, mais il dit rien. Et là, on ne va pas pouvoir faire un passage en force. Il va falloir que le propriétaire qui veut isoler le bâtiment saisisse le juge pour lui dire, voilà, moi j'ai mis en place ça, et le voisin ne réagit pas et demande au juge, du coup, d'imposer, on va dire, l'isolation thermique par l'extérieur. Alors, la première phase, la notification auprès du voisin, elle est importante. Elle est définie par, son contenu est défini par le Code de la construction et de l'habitation. Elle doit être faite soit par lettre recommandée avec AR, soit par un acte de commissaire de justice, hein, d'huissier de justice. Voilà, pour l'ancien nom. Elle comporte, alors, bon, les noms, prénoms, je passe, hein, des propriétaires du bâtiment à isoler. Elle comporte un descriptif détaillé de l'ouvrage d'ITE, accompagné d'un plan des façades et si on touche aux toitures, d'un plan des toitures en faisant apparaître l'état initial et l'état futur. Elle doit aussi faire apparaître le justificatif qui démontre qu'aucune autre solution technique n'est possible ou que s'il y en a une, elle présente un coût et une complexité excessive. On l'a vu tout à l'heure, c'est une condition de mise en place de ce droit légal de surplomb. Donc, elle est présente dès la notification. Il y a aussi le projet d'acte authentique qui doit être généralement réalisé par un notaire, le projet de la convention de servitude de tour d'échelle, les deux indemnités, c'est-à-dire la proposition du montant des deux indemnités, celle pour le droit de surplomb et celle pour le tour d'échelle, et une reproduction des articles de loi. Alors, cette notification, elle est importante parce qu'elle constitue le point de départ du délai d'opposition de 6 mois qu'on a vu tout à l'heure, dont bénéficie du coup le voisin et qu'il peut actionner. Alors, le projet d'acte authentique, les textes sont un peu muets dessus. Ils disent juste qu'il contient les modalités de mise en œuvre du droit de surplomb et de l'indemnité. Bien sûr, il est établi par un notaire, hein, c'est un acte authentique, hein. Donc, le contenu du projet, on imagine, bah, il y a la description du surplomb, comment il va être fait, avec un plan hein, de l'ouvrage qui est annexé. Et il y a cette question de l'indemnité. Alors là, c'est pareil, on est face à il n'y a pas d'encadrement de l'indemnité. Donc, on se questionne un peu sur sa fixation, sur comment on peut l'évaluer, comme une servitude de passage. Alors, je rappelle, les servitudes de passage, des fois, c'est souvent 50% de la valeur vénale du terrain d'assiette. Et encore, hein, c'est après une appréciation par les juges s'il y a un contentieux. Moi, j'ai trouvé juste une jurisprudence parce que, bon, ce droit, il est assez nouveau. Par exemple, pour vous citer un exemple du tribunal judiciaire d'Avignon de 2024 qui avait jugé que pour des travaux de 15 jours sur 5 mètres linéaires, le droit d'accès avait été évalué, hein, la servitude de tour d'échelle à 500 euros et le droit de surplomb avait été évalué à 1000 euros. Bon, voilà. Mais on n'a pas d'encadrement, on n'a pas d'encadrement légal sur cette indemnité. C'est ça qui va faire le gros du contentieux, d'après nous. Et donc, il y a le projet d'acte authentique, voilà ce qu'on sait. Par contre, la convention de droit de tour d'échelle, elle peut être réalisée sous seing privé. Donc, la plupart du temps, elle va être réalisée avec le projet d'acte authentique, hein. Mais voilà, il y a des points précis à mettre dedans. La localisation et le périmètre de l'accès au fond, la durée à prévoir des travaux, la nature des installations à mettre en place, bien sûr, hein, pour la réalisation des travaux, les conditions pour protéger le fond, on peut imaginer, hein, si, je ne sais pas, il y a des massifs de fleurs à protéger, des dallages un peu particuliers sur lesquels on va s'asseoir, le passage des engins pour protéger les éléments du fond, ça on doit le mettre dans la convention. L'indemnité, la fameuse indemnité, hein, qui est due en contrepartie de ce droit d'accès, qui est temporaire, hein. Alors, donc, il sera normalement un peu moins cher enfin, dont le montant sera moins élevé, on va dire, que l'indemnité du droit de surplomb. Et le cas échéant, ce n'est pas obligatoire, mais les mesures prévisionnelles de remise en état du fond, hein, le passage des engins, le fait qu'il y ait les échafaudages peuvent abîmer le fond et donc on prévoit en amont ce que s'engage à faire celui qui va isoler pour remettre en état le fond.
Donc, on l'a vu tout à l'heure, il y a 4 cas possibles hein, suite à cette notification là qu'on vient de voir et qui a été réalisée, on va dire, dans les bonnes formes avec tous les documents nécessaires. J'y reviendrai pas, le voisin est d'accord, on signe devant le notaire l'acte authentique, la convention de tour d'échelle et on fait une publication. Si le voisin n'est pas d'accord, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il doit saisir le président du TJ dans un délai de 6 mois à compter de la notification. Alors, il peut s'opposer au droit de surplomb lui-même, mais seulement pour un motif légitime et sérieux. Le texte en a prévu 2. Alors, je vais commencer par le deuxième, c'est le motif qui tient, enfin, tenant à la méconnaissance des conditions même de mise en œuvre du droit de surplomb. En fait, c'est quand on n'a pas respecté toutes les conditions qu'on a vues au début. Par exemple, on a prévu une épaisseur de plus de 35 centimètres. Donc là, clairement, on peut s'y opposer. Le deuxième cas, c'est tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété. Alors là, c'est pareil, ça va être un lien contentieux. On ne sait pas exactement, ça va être au juge d'apprécier si donc le voisin s'oppose au droit légal de surplomb. On peut imaginer un voisin qui a déjà un projet de construction et qui dit, moi, dans 2 ans, j'ai prévu de faire ça. Regardez, par exemple, on a voté un plan pluriannuel de travaux au niveau de la copropriété qui prévoit que dans 2, 3 ans, on va faire une isolation, on va faire ça, et ça va nous empêcher, du coup, votre demande va nous empêcher de le faire. Pourquoi pas? Ou un aspect esthétique dans un cadre un peu particulier de bâtiments protégés ou de quartiers protégés. Pourquoi pas aussi? Mais c'est vrai qu'on a un point d'interrogation sur ce motif-là. Il peut s'opposer aussi à la convention de tour d'échelle. Et là, le texte dit seulement si la destination, la consistance et la jouissance du fonds est affectée de manière durable ou excessive. Là, c'est pareil, ça va être au juge d'apprécier le caractère durable ou excessif. On peut imaginer des travaux qui devraient normalement se passer sur 6 mois. On prévoit une convention de tour d'échelle sur 1 an ou 1 an et demi, que ça puisse être par exemple jugé excessif. Mais bon, après, ça sera déterminé par le juge. Et enfin, le dernier point sur lequel le voisin ne peut ne pas être d'accord, c'est le montant des indemnités fixées. Tout à l'heure aussi, on a vu le cas, hein, je vous en avais parlé, du voisin qui garde le silence. Les textes sont muets sur ce point-là, mais pour nous, c'est évident que ce n'est pas parce que votre voisin n'a pas répondu sur votre notification que vous pouvez aller toquer à sa porte avec vos engins, rentrer chez lui et commencer vos travaux. Non, bien sûr, ça paraît logique. Heu, il va falloir saisir le président du tribunal judiciaire, pardon, pour faire valoir son droit de surplomb en disant: «Voilà, moi j'ai tout fait, j'ai toutes les justifications nécessaires pour dire que, donnez-moi le droit d'accès au fonds de mon voisin». Si, le voisin il y a un autre cas, c'est si le voisin garde le silence, mais garde le silence au délai du dé au, en dépassant le délai de 6 mois d'opposition. Donc pour nous, là, le juge va ne pouvoir que constater qu'il a acquis le droit légal de surplomb. Mais il va falloir quand même en passer par lui, c'est toujours pareil, pour accéder à la propriété voisine. Et quand il va être saisi, le juge, c'est possible aussi qu'il jette un œil sur les indemnités qui sont prévues et donne aussi son avis à la hausse ou à la baisse sur l'indemnité. Donc voilà les 3 cas. Bon, les travaux se sont passés. Alors, d'abord, avant les travaux, important, heu, à l'issue, c'est quand on a signé les documents, hein, on a vu, l'acte authentique est signé, tout s'est bien passé, la convention d'accès temporaire aussi. Ou alors il y a eu un contentieux, on a eu une décision de justice qui nous a dit: «Vous pouvez y aller». Les travaux peuvent démarrer. Mais avant ça, il va falloir, d'une part, que les indemnités soient réglées, acquittées. On ne peut pas commencer les travaux quand on n'a pas payé ses indemnités. Et deuxièmement, il y a une notification qui est nécessaire au préalable au niveau du voisin. Bon, ça paraît normal, hein, où on lui indique qui va intervenir, donc les noms, prénoms des personnes et des entreprises qui vont intervenir, leur numéro d'inscription au répertoire des entreprises et aussi les numéros des polices d'assurance décennales, responsabilité décennale, dès qu'elles sont souscrites. Mais ça semble assez logique d'avertir son voisin sur tous ces éléments-là. Alors la disparition du droit de surplomb, hein, ça peut enfin, il est révocable ce droit en fait, il n'est pas éternel. Il y a 2 cas dans lesquels il peut disparaître. Le premier cas, je ne l'ai pas noté, il paraît logique, c'est si à un moment donné l'immeuble est détruit. L'immeuble qui a fait l'isolation est détruit. Pour X ou Y raison, on le détruit, ben, automatiquement avec lui disparaît ce droit qui a été publié, de surplomb. Le deuxième cas,
c'est si le propriétaire, donc qui a subi le surplomb, qui a subi l'isolation, obtient un permis de construire, par exemple, pour construire en limite séparative, hein, c'est-à-dire à l'endroit où il y a l'isolation, et que la mise en œuvre donc, de ce permis nécessite la dépose de l'ouvrage d'isolation qui avait été réalisé. Dans ce cas-là, le texte prévoit que les frais de dépose incombent au propriétaire du bâtiment qui avait été isolé en premier, et qu'en plus, l'indemnité qu'il avait versée reste acquise euh, à celui qui, au départ, a subi l'isolation. Vous voyez, il y a deux cas de disparition du droit de surplomb. Alors là, je vous ai fait un petit exemple pour une copropriété, parce qu'en copropriété, là, c'est basé s'il y avait deux copropriétés enfin une copropriété qui isolait et qui était voisine d'une autre copropriété, parce qu'il va y avoir des AG à faire, hein. Il y a le droit de la copropriété qui est un temps long avec des AG à faire. Et donc, je vous ai mis un petit déroulé, une petite chronologie avec l'AG de la première, enfin de la copropriété qui va réaliser l'ITE, hein, où elle va devoir mettre à l'ordre du jour le vote des travaux, bien sûr. Elle va devoir se prononcer sur les conditions de mise en œuvre du droit de surplomb, sur les conditions de la servitude de tour d'échelle. Et pour nous, elle va donner après pouvoir au syndic de faire établir donc les deux projets, c'est-à-dire le projet d'acte authentique et le projet de constitution de servitude de tour d'échelle, une fois qu'elle a déterminé comment elle voulait que se passent, enfin, les conditions de mise en œuvre de ce droit de surplomb. Une fois que le syndic, il va y avoir aussi le fait d'avoir un justificatif. Vous savez, on a évoqué tout à l'heure le fait qu'il faut justifier du fait qu'il n'y a pas d'autre solution technique possible. Là, il va falloir demander à un professionnel, alors un architecte, un bureau d'études, quelqu'un qui va pouvoir en fait dire oui, pour atteindre un niveau de performance énergétique, il faut forcément faire une isolation thermique par l'extérieur. On n'a pas d'autre solution possible. Et ça, cette note, comme elle doit être jointe à la notification, il va falloir le prévoir en amont. Voilà, peut-être mandater le syndic aussi pour ou de valider une étude par un bureau d'études qui va, par exemple, qui va accompagner sur les travaux d'isolation thermique, pardon. Donc, une fois qu'on a toutes ces conditions, ben, il y a la notification qui va être faite par le syndic on a vu, hein, toutes les conditions à la copropriété voisine. La copropriété voisine reçoit la notification et c'est à elle maintenant de mettre à l'ordre du jour, de faire une assemblée générale et de se prononcer sur ce qu'elle a reçu, sur le projet d'acte authentique, sur le projet de constitution de servitude d'échelle, sur les indemnités. Alors, sur le vote de tout cela, pour nous, alors le texte ne prévoit pas de majorité, mais pour nous, il s'agit plutôt d'une majorité, une double majorité, hein. C'est la majorité de l'article 26 de la loi de 65, double majorité. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment quand même sur un empiètement sur une propriété privée. Alors certains évoquent l'article 25D qui permet de constituer des servitudes quand c'est mis en place obligatoirement par des obligations réglementaires. Moi, je suis moins convaincue. Je pense qu'on est vraiment sur de la double majorité pour quelque chose d'aussi important pour la copropriété. Après, il faudra aussi voter l'habilitation au syndic de signer les documents pour représenter le syndicat des copropriétaires. Et aussi, si l'Assemblée générale refuse, il va falloir voter sur la saisine du juge, parce que si elle s'oppose, il va falloir très vite, dans un délai de 6 mois à compter de la notification, saisir le juge pour s'y opposer. Donc il faut voter là-dessus aussi. Il faut donner une habilitation au syndic de lancer une saisine auprès du juge pour s'opposer au droit de surplomb. Cette habilitation, elle est votée à la majorité simple, à l'article 24. Il faut savoir aussi que le syndic, il doit vraiment informer l'Assemblée générale en disant attention, vous voulez vous y opposer, mais il n'y a que quelques cas possibles. Donc il va falloir justifier pourquoi on s'oppose. Là, on peut se faire accompagner aussi, hein, sur ce plan-là, d'un avocat pour avoir les éléments nécessaires. Donc, je l'ai mis en bas, hein. À l'issue, c'est soit l'AG, elle vote positivement sur tout, et puis on continue voilà, avec la copropriété voisine, on est d'accord ce qu'elle propose, soit elle vote contre, la décision doit être motivée, et le syndic doit saisir, donc le juge, dans un délai de 6 mois à compter de la notification. Enfin, je dis le syndic doit saisir, c'est le syndicat qui saisit, hein, mais c'est généralement le juge avec un avocat sûrement qui va saisir le juge.
Donc voilà sur le droit légal de surplomb. Donc vous avez vu, cette procédure, elle est extrêmement lourde. On peut un peu s'étonner par rapport à la lourdeur des textes, mais je pense que ça a été motivé au niveau réglementaire par le fait qu'il y a une atteinte derrière à un droit de propriété et que du coup, on a voulu mettre des garde-fous. Alors des garde-fous qui sont lourds, hein, mais bon, qui sont peut-être nécessaires pour éviter une inconstitutionnalité du texte ou des éléments comme ça. En tout cas, il reste toujours la voie amiable, qui n'a pas été, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai pas beaucoup d'éléments à vous dire sur la voie amiable. Comme son nom l'indique, elle est entièrement conventionnelle. Ce sont les parties, voilà, c'est la propriété qui veut isoler, qui va s'approcher de la propriété voisine, qui va lui proposer un protocole, un montant d'indemnité. Il va y avoir des navettes entre les deux. Voilà, ce que j'ai à dire, c'est de ce que j'ai vu comme exemple, il y a souvent des copropriétés. Moi, j'ai des syndics qui reçoivent des notifications en disant conformément au droit légal de surplomb, et ils citent l'article du Code de la construction et de l'habitation, tout ce qu'on vient de voir. Voilà, nous allons faire l'isolation. Sauf que quand on se rend compte de la notification, elle ne respecte pas du tout les conditions du texte. Souvent, c'est juste un protocole d'accord qu'il y a dedans. C'est pas du tout un projet d'acte authentique. Voilà, il y a pas tous les éléments. Il n'y a pas de justification comme quoi on ne peut pas faire autrement. Et là, pour moi, dans ces cas-là, ils n'ont pas à viser. C'est pas un droit légal de surplomb en fait. On est dans ce cadre-là, dans une voie amiable, simplement. Donc, il faut faire attention quand même, parce que des fois, il y en a qui revendiquent un droit légal de surplomb, alors qu'ils n'ont pas respecté la procédure qui est mise en place par les textes, et que s'ils vont devant un juge avec ça, le juge risque de leur dire, mais non, en fait, voilà, il fallait respecter la procédure mise en place par le texte. Moi, je ne peux pas vous accorder un droit de surplomb. Donc voilà, sur la voie amiable, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Je vous ai fait alors pareil là, c'est juste un exemple, hein, parce que ça peut se passer différemment, mais pareil, basé sur 2 copropriétés voisines qui le font à l'amiable. Et comme vous pouvez voir, on a un peu les mêmes choses qui sont mis à l'ordre du jour, hein, bah, les mêmes éléments, sauf que chaque fois, on vote sur un protocole d'accord. C'est pas forcément, il y a quand même l'envoi, à la propriété voisine du protocole, d'un projet de protocole, mais qui n'est pas forcément du coup un projet d'acte authentique. Heu, L'assemblée, enfin pardon, pas l'assemblée, la copropriété qui reçoit par exemple cette notification, enfin cet envoi de projet de protocole, bah, soit elle vote positivement, soit elle dit non, il y a des navettes, des allers-retours pour déterminer l'indemnité, pour déterminer les conditions de mise en place du droit, de l'accès, tout ça. Soit elle vote positivement et puis on fait cette isolation thermique à l'amiable, soit elle ne vote rien, elle refuse la proposition de l'assemblée, et là, ben, il y a rien à faire pour la copropriété qui est voisine, elle peut pas, elle a juste un refus en face d'elle. Si elle veut avancer, il va falloir qu'elle reprenne la procédure qu'on a vue auparavant pour pouvoir vraiment revendiquer un droit légal auprès du juge. C'est vraiment là-dessus que je voulais, voilà, vous avertir. Un dernier mot, c'est sur le droit de surplomb sur le domaine public. Alors là, tout ce qu'on a vu déjà, c'est par rapport, je l'ai dit, à l'espace privé. Sur le droit public, rien de tout ça ne s'applique. Le droit légal de surplomb ne s'applique pas sur le domaine public, puisque effectivement, on a des pouvoirs exorbitants de droit commun, hein, comme on dit, sur le droit public. Il n'y a pas de disposition légale en termes de droit public sur le droit de surplomb. Voilà, hein. On est dans le cadre juridique ordinaire, on va dire, de l'occupation du domaine public. Alors, ce qui se passe en pratique, c'est la plupart du temps, quand on a eu un permis de construire, hein, qui relève du droit public, pour le coup, un permis de construire, une autorisation d'urbanisme qui vous permet de construire, alors qu'on a bien spécifié qu'elle allait avoir une isolation thermique et que ça allait un peu dépasser sur le domaine public. Elle a été accordée. On se dit, bah, c'est bon, je suis à l'abri de tout recours vis-à-vis du domaine public, hein, que ce soit une mairie, un État, l'État, il ne va pas pouvoir. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que quand on regarde les textes au niveau du droit public, on a quand même plusieurs textes qui parlent de la permission de voirie et qui dit que, par exemple, c'est l'article, hein, je vous l'ai mis, du Code de la construction et de l'habitation, qui dit que toute construction en saillie, alors la saillie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pareil, c'est un empiètement, c'est un débord sur la propriété voisine. Toute construction en saillie empiétant sur la voie publique fait l'objet d'une permission de voirie.
Et on a aussi un code, dans le code de la voirie routière, aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement sous réserve des règles particulières relatives au saillie. Donc, en fait, la délivrance d'une permission de voirie semble, enfin, est de mise hein, quand on veut faire un surplomb sur le domaine public. Je vous ai mis hein, le numéro du CERF enfin, hein, au niveau de cette permission de voirie. Alors, elle a ses limites quand même, cette permission de voirie. Parce que par nature, elle est temporaire, précaire et révocable, ce qui n'est pas, ce qui est pas idéal pour un droit de surplomb sur un bâtiment qui ne veut pas voir son isolation à un moment donné détruite. L'autorité gestionnaire du domaine public peut y mettre fin à tout moment. Et en plus, elle est personnelle normalement, c'est-à-dire qu'elle est attachée à la personne et pas au bâtiment, et qu'elle n'est pas cessible. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'il y aura un changement d'acquéreur, alors pour un syndicat de copropriétaires, c'est moins pénible, mais par exemple pour une monopropriété, ça peut être vendu. Ça voudrait dire qu'à chaque fois, il faudrait redemander une autorisation de voirie. Donc vous voyez, c'est pas une solution idéale. Alors, quelles sont les solutions alternatives à la permission de voirie? Il peut y en avoir plusieurs, je ne peux pas les développer en détail, mais il y a la complexe, hein, une division en volume suivie de la vente du volume. Ça, je vous avoue que je l'ai rarement vu. Mais il y a surtout la constitution d'une servitude de surplomb. Mais par contre, là, on est par rapport au domaine public, hein. C'est possible, c'est prévu par le Code général de la propriété des personnes publiques, si c'est compatible avec l'affectation. Ces solutions elles sont plus lourdes à mettre en place, mais elles sont plus pérennes, on va dire, puisqu'elles donnent un véritable droit. Donc, si on veut résumer par rapport au domaine public et un surplomb pour une ITE, on peut dire que donc, le droit légal de surplomb ne s'applique pas, que dans tous les cas, il va falloir respecter les règles du PLU, hein, du plan local d'urbanisme en matière de saillie. Il y a toujours un paragraphe sur tout ce qui est saillie, débord, surplomb. Il y a plusieurs réponses ministérielles de 2016 qui disent qu'il faut quand même, dans ces cas-là, qu'il y ait une nécessité d'une permission de voirie. Et enfin, il faut penser à cette solution de la constitution d'une servitude de surplomb. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé sur le site de la mairie de Paris qui concédait à des immeubles des servitudes conventionnelles de surplomb telles que je viens de vous en parler. Voilà. Alors, j'espère que j'ai pas été trop longue. Voilà ma présentation pour le point juridique. Parfait, merci Isabelle, c'était très clair. Peut-être avant de passer à la Hmm. présentation de Monsieur de Pontville, il y a deux, trois questions que je pense peuvent être pertinentes à poser maintenant. Donc il y a des questions, notamment, vous aviez parlé du timing au niveau du refus du droit de surplomb et du vote en AG qui doit se faire. Hmm. Et donc il y a une question sur est-ce que si une copropriété a été notifiée euh, qu'il y a une volonté de droit sur plomb, mais que l'AG est dans 10 mois, par exemple, comment ça se passe? Là, il va falloir que le syndic réagisse parce que clairement dans le texte, il y a marqué que le syndic, enfin, alors, c'est pas comme ça que c'est noté, hein, mais s'arrange pour que convoquer une assemblée générale dans les 6 mois pour permettre aux copropriétaires de dire vous êtes d'accord avec le projet, non, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez qu'on saisisse le juge, oui, quelle justification? Donc, bon, après, effectivement, hein, les assemblées annuelles, on va dire, c'est une fois par an, mais on peut tout à fait prévoir des assemblées dites exceptionnelles pour des cas comme ça, hein. Et je dirais, je conseillerais aux professionnels syndics de mettre, dès qu'ils ont ces types de notifications-là, et je répète, des notifications complètes, hein, c'est-à-dire qu'ils répondent aux règles que je viens d'évoquer, oui, de vite prévoir une assemblée dans les 6 mois hein, pour pas avoir le temps de saisir le juge. Mm. Ok, très bien, merci. Et j'en profite, une autre question plus au niveau monétaire, donc sur l'indemnité. Est-ce qu'il y a un maximum qui est autorisé? Est-ce que ça pourrait être cadré au niveau du prorata du préjudice subi? Euh, Alors, il n'y a rien de cadré au niveau réglementaire. Le ok, texte ne dit absolument rien sur le montant de l'indemnité. Mais effectivement, on peut comprendre qu'une indemnité, par nature, c'est la réparation d'un préjudice en droit. Donc, elle va être évaluée. Si à un moment donné, il y a un contentieux autour de ça, le juge, il va voir quel est le préjudice subi. Donc, je pense qu'il va évaluer tous les types de préjudices qu'il peut y avoir.
la perte du mètre linéaire, enfin, le mètre linéaire. Oui, effectivement, c'est toujours l'évaluation d'un préjudice, mais c'est vrai que dans ces cas-là, c'est des fois difficile à quantifier et à déterminer quel est exactement le préjudice, vous voyez? Mm. Très bien. On va peut-être passer à la présentation de Monsieur Foucault et on reprendra les autres questions à la fin. Monsieur Foucault, j'avais coupé votre micro pendant la présentation de... Ouais, Bonsoir à tous. parfait, Oui. merci. Euh, je ne sais pas si vous avez ma présentation. Oui, Oui, on l'a on à la l'écran. voit bien. Vous Mm. pouvez la mettre en Bon. diaporama si vous le souhaitez, si Mm. vous savez la Ouais. petite, voilà. Euh, donc oui, bonsoir, hein. Je suis Foucault de Pongy, gérant de la société Ma Ville Immobilier. Et l'idée, c'était de vous apporter, après l'aspect théorique, un aspect plus pratique. Donc quand on a été sollicité il y a quelques semaines de ça pour participer à ce webinaire, on ne s'était pas trop posé de questions jusqu'à présent sur l'ITE en cas de surplomb. On avait lu la loi, on avait lu le décret, quelques notes d'avocat, fait passer des infos à nos gestionnaires. Mais c'est vrai qu'en gros, le sujet était pas forcément très bien centralisé chez nous. Donc on s'est dit, on va commencer par faire un petit sondage express à nos gestionnaires avec des questions assez simples pour voir s'ils avaient fait récemment des ITE et dans le cas où ils en auraient fait, s'il y en avait avec des surplombs chez le voisin, qui est la question qui nous intéresse. En l'occurrence, on a eu 25 cas qui sont ressortis, donc depuis à peu près un an et demi, 2 ans, 25 cas de ravalement où on a eu des ITE à réaliser. 18, on a été un petit peu surpris, je vous avouerai, hein, parce qu'on pensait qu'il y en aurait plus que ça, compte tenu du nombre de copropriétés qu'on gère. Au final, assez peu concernés, en tout cas sur notre cabinet. Sur 25 recensés, on en a eu 7 qui étaient en surplomb, seulement 7 qui étaient en surplomb d'un voisin. Donc on ne peut pas dire qu'on peut faire dans notre cas de figure une vérité absolue. Néanmoins, il y a quand même quelques enseignements à en retirer. Euh, Déjà, le premier cas, c'est que l'ITE en surplomb d'un voisin n'est pas du tout la règle, c'est plutôt même l'exception. En pratique, on est souvent au-dessus de soi-même, donc pas besoin forcément de mettre en branle toute la machine administrative lorsqu'on est au-dessus de chez soi, bien sûr. Ce qu'on a constaté, c'est que ce sont principalement des syndicats de copropriété, des SDC, qui sont en centre-ville, qui sont les principaux concernés, et plutôt les bâtiments anciens. Euh, Typiquement, chez nous, ce sera l'immeuble de centre-ville, donc dans Paris, début 20e, fin 19e. Mais même pour cela, ça reste relativement rare parce que, il y a souvent des contraintes architecturales qui concrètement empêchent la mise en œuvre d'une ITE, parce que l'immeuble est en pierre de taille, parce qu'il y a des modés nature, des balcons, des garde-corps un peu ouvrageux. Bref, autant de choses qui vont empêcher la mise en place. Et d'autre part, parce que plus on s'éloigne des centres-villes, plus les immeubles ont du terrain autour d'eux, et donc n'ont pas d'autorisation à demander ce que je vous indiquais. De plus, pour les immeubles plus récents, on constate qu'ils ont souvent un léger retrait par rapport aux limites de propriété, ce qui leur permet de placer une ITE sur leur propre terrain. Donc, pour parler des cas qu'on a identifiés, rentrer un peu plus dans le concret, euh, on n'a pas eu des résultats extraordinaires, je dois l'avouer. Sur les 7 cas qui ont identifié, on en a réussi 3 à aller jusqu'au bout du process et à faire notre ITE chez le voisin, et 4 qui ont échoué. Donc, c'est pas forcément évident. Et je voulais vous illustrer ça par 3 exemples relativement récents qu'on a pu avoir chez nous. Le premier est dans un square privé, square Henri Patay en l'occurrence à Paris. Un ravalement assez classique en soi avec une cour en U, donc c'est sur une façade arrière, et profiter de ce ravalement de la cour pour traiter également le pignon de l'immeuble, qui est un pignon assez large, moitié moellon, moitié brique, en assez mauvais état. Ça se voit pas forcément là sur la photo, mais qui nécessitait d'être avalé et idéalement
il fallait mettre une unité d'étude. Alors, c'était pas, l'objectif, c'était pas forcément de sauver la planète, hein. C'était surtout que le chantier s'y prêtait bien. La façade étant en mauvais état, c'était plutôt moins cher ou à peu près équivalent d'aller mettre une ITE sur la surface que de réparer les maçonneries et de faire un enduit global. Donc c'était un petit peu la motivation. On voit, là je vous ai mis deux photos, on voit bien le surplomb. Le chantier n'est pas terminé, hein, donc je ne peux pas vous montrer le résultat final, mais on voit bien la partie de surplomb au-dessus de l'immeuble, en tout cas l'épaisseur qui a été mise et qui vient au surplomb de l'immeuble voisin. Alors, ça, comme je l'indiquais, ça a bien marché. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est dû à la grande prévenance de notre gestionnaire, mais en pratique, ça a plutôt été plutôt un coup de chance. Lorsqu'on a commencé à réaliser le projet avec une assemblée générale en 2023 qui a voté un mandat, un archi, et ainsi de suite pour imaginer et monter le chantier, on n'a pas pensé à ce moment-là à contacter le voisin, sans compter que comme c'était pris, cette question de l'ITE était plutôt une partie accessoire au dossier global. Le point n'a pas été mis particulièrement en exergue, il est passé un petit peu sous les radars. Du coup, l'année dernière, en 2024, en printemps 2024, lorsqu'on a voté les travaux et le projet a été adopté, euh, on a décidé un démarrage de chantier en septembre, en tout cas pour les poses d'échafaudage, et du coup, on n'avait plus le temps de faire la démarche officielle, donc de monter une convention et de monter un protocole, ainsi de suite. Donc, heureusement, on a pu mettre un accord, on a pu faire un accord amiable, assez simplement, heureusement. Donc, on a organisé un rendez-vous sur place avec notre archi, le PCS, le président du conseil syndical de l'immeuble voisin, notre propre président et nous-mêmes. Et on a pu tomber d'accord assez facilement. En l'occurrence, ils étaient très heureux. Ça faisait des décennies qu'ils avaient une vue depuis leur fenêtre sur notre mur qui était assez moche. Et grâce à ça, ils ont pu avoir quelque chose de beaucoup plus, ils vont avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Donc la morale de cette histoire, c'est que même si les choses ne sont pas faites exactement comme prévu par la loi, on peut quand même s'en tirer, à condition d'avoir des voisins intelligents. Et bon, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Alors justement, exemple inverse, pas très très loin, toujours dans le 16, où là, on n'a pas réussi à se mettre d'accord avec nos voisins. On voit, c'est une photo Google où on voit le bout de pignon de notre immeuble qui dépasse sur la copropriété d'à côté. Honnêtement, c'est pas très large, ça doit faire 5-6 mètres de large, encore à la base, c'est encore moins que ça. On pensait que ce serait un sujet relativement facile avec le voisin. Alors, le dossier n'est pas terminé, hein, c'est toujours en cours, c'est que nous n'avons pas encore fait les travaux. Par contre, la partie ITE a été abandonnée. Mais là, le dossier pourtant a été pris dès le début et honnêtement bien. C'est-à-dire que l'archi avait bien alerté sur le problème. Le gestionnaire avait pris, la gestionnaire en l'occurrence, avait pris le dossier à bras-le-corps, bien en amont. Et notamment, on a adressé une demande formelle. Alors, pas la notification légale, mais enfin quelque chose d'assez carré, expliquant ce qu'on allait faire, quand est-ce qu'on allait le faire, combien de temps ça allait durer, et ainsi de suite. Et vu la petitesse de l'intervention, on pensait que ça passerait bien. Ça n'a pas été le cas. En l'occurrence, le voisin nous a répondu en soulevant un certain nombre de soucis techniques, certains qui pouvaient être justifiés. Notamment, ils arguaient que le fait que les volets qu'ils avaient de leur côté, puisque donc notre pignon est perpendiculaire à leur façade arrière, que une partie des volets ne pourrait plus s'ouvrir puisqu'ils allaient taper dans l'isolation qu'on pouvait mettre. Du coup, il fallait qu'on recule notre isolation. Mais si on ne mettait pas une isolation sur l'ensemble du mur, on risquait des ponts thermiques. Il fallait également qu'on déplace une descente d'eau pluviale et en plus, cerise sur le gâteau, ils étaient très gourmands sur les sommes demandées pour le surplomb et pour la convention de tour d'échelle. En l'occurrence, c'était, je crois, 7 000 pour la partie 7 000 euros, hein. Donc pour la partie surplomb et pas loin de 10 000 euros sur la partie tour d'échelle. Donc, vu la petitesse de l'intervention qu'on devait faire, on a cherché autre chose. On aurait pu adresser la notification officielle, mais comme le disait Madame Dalmas tout à l'heure, soit le voisin nous aurait vraisemblablement assigné puisqu'il avait l'air assez remonté, mais on aurait pu faire
cette notification et être assigné dans les 6 mois, soit il ne la faisait pas dans le délai, on aurait pu avoir une demande qui aurait été réputée valide, mais pour autant, ils n'auraient pas ouvert la porte. Certains qui auraient plutôt fermé à double tour, et c'est plutôt nous qui aurions dû aller par voie de référé pour obtenir les accès. Donc, vraisemblablement, très vraisemblablement, même on aurait gagné à coup sûr, mais on y aurait perdu, enfin la copropriété y aurait perdu beaucoup trop de temps, d'argent, d'énergie. Bref, ils ont changé leur fusil d'épaule. Ça a été un petit peu plus cher que ce qui était prévu initialement, mais on a fait sur certaines zones des appartements des isolations par l'intérieur. En tout cas, c'est ce qui va être proposé euh, au vote. Et donc, on a complètement laissé tomber l'ITE en surplomb du voisin. Troisième exemple, et c'était un peu pour illustrer ce que disait Madame Delmas dans sa dernière partie, où on est cette fois-ci sur voie publique, à Saint-Cyr, dans le 78. Petit immeuble sympathique, mais sans non plus grand intérêt architectural. Euh, on voulait profiter, après un audit énergétique, de faire, ça avait été conseillé dans le cadre du PPPT, de faire des isolations en ITE. Donc, chez les voisins, pas de souci. Le problème, ou alors les débords sont très peu importants, la problématique était sur rue. On le fait également sur cours, mais là, on était chez nous. On ne savait pas trop comment faire, donc on est parti dans le cadre d'une DP, et dans la DP, on a expliqué le projet qui prévoyait donc de rajouter, je ne sais plus combien, une trentaine, 25 ou 30 centimètres d'isolation, avec effectivement un certain nombre de contraintes, dont la suppression des petites modénatures, puisqu'il y a quelques bandeaux oscillants, quelques pierres au-dessus du porche, et ainsi de suite, des encadrements de fenêtres, mais c'est assez léger, c'est pas un immeuble en soi plus extraordinaire que ça, sachant que toutes ces modénatures étaient recréées à neuf dans le projet futur, hein. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une façade lisse, on avait bien une façade qui aurait ressemblé à l'état existant, mais en neuf. Donc on a présenté notre DP et on a eu notre résultat, et vous voyez, c'est pas très très vieux, hein, ça a été déposé le 13 janvier, reçu le 21, et on a eu la réponse il y a donc quelques jours. Et donc on s'est fait refuser notre demande, pas sur la question du surplomb et sur l'empiètement de notre ITE sur le domaine public, mais sur des problèmes d'ordre esthétique vis-à-vis du patrimoine, la question de la surépaisseur, en parlant d'un décalage qui serait inesthétique, en parlant de la disparition des modénatures anciennes, bien qu'on en remette de nouvelles, des modifications de proportion et des tranches qui seraient effectivement visibles quand on marche sur le trottoir. On aurait vu notre immeuble qui aurait été un petit peu décalé par rapport aux autres. Euh, Ça étant rappelé, pourquoi est-ce qu'ils nous ont embêtés, c'est qu'on est dans un périmètre sauvegardé. On n'est pas, c'est un coin de Saint-Cyr qui est pas très très loin d'une des zones du château de Versailles, et que ça a été donc ce motif de préservation du patrimoine qui a été mis en avant. Donc, ça a beau être un petit chantier où on était sans architecte, avec un dossier qu'on pensait plutôt facile, donc on s'est fait retoquer. Et donc, moralité, alors que, et comme il y a beaucoup de copropriétés qui se trouvent dans des périmètres de sauvegarde, à Paris, quasiment l'ensemble du périmètre parisien est un secteur sauvegardé, ça peut être un point qu'on a tendance à oublier en se disant, OK, on est carré au niveau de notre dossier technique. Et puis, bah, on a un peu tendance à oublier que derrière, l'ABF peut nous réserver quelques surprises. Donc, pour essayer un peu de résumer sur les freins qu'on rencontre à l'exercice du droit de surplomb, si je devais résumer les retours d'expérience de nos gestionnaires donc sur les immeubles qu'on a pu traiter, euh, d'une part, il y a clairement un manque de pratique sur un sujet qui est encore assez rare. Comme je vous ai dit, sur la trentaine de cas de figure, on n'avait que 7, on était en surplomb sur du voisinage. Bien qu'on gère un nombre quand même significatif d'immeubles, ça fait même pas un cas de figure par an et par gestionnaire. Donc ça reste quelque chose qui est marginal, comme je le disais. Et du coup, c'est que quand on ne pratique pas, on a du mal à rentrer dans le moule. Deuxième point, et je ne veux mettre personne à dos, mais il peut y avoir un manque d'insistance des maîtres d'œuvre sur ce sujet un peu particulier. Il est vrai, je me mets en sens inverse, que pour eux, c'est un sujet qui est l'un des éléments dans un ensemble beaucoup plus important que notre sujet de surplomb.
C'est vrai que c'est noyé, mais que ça mériterait probablement d'être un peu plus en exergue, au moins dans la relation archi ou bureau d'études versus gestionnaire. Le gestionnaire, il fait 15 000 trucs à la minute. Non pas que l'archi en fasse pas de même, mais il va avoir tendance à zapper le sujet ou à se dire je le traiterai plus tard. Alors que si l'archi est là pour lui dire attendez, monsieur le syndic, il faut mettez pas ce sujet de côté, prenez, enfin mettez-vous-y tôt, sans quoi on va avoir des problèmes. Et troisième point, et pas des moindres, c'est que, comme ça a déjà été dit, le formalisme est lourd. Il n'est pas inaccessible, mais c'est quand même quelque chose de pénible, surtout dans les temps contraints que connaissent les gestionnaires, avec peu de temps pour faire le job, et donc faire ça en plus, c'est assez compliqué. D'autant plus que la garantie n'est pas ce formalisme ne garantit pas le succès, va le garantir à terme. Hein. Je ne dis pas qu'à moyen terme, au bout de 2 ou 3 ans de procédure, vous n'obtiendrez pas l'accès. Mais enfin, quelle galère, quoi. Qui a envie de retarder, de repousser son chantier de plusieurs années en vue de ça. Donc, c'est vrai que la solution amiable où on va voir le voisin et on bricole, si je puis dire, un protocole est quand même beaucoup plus tentante, ou carrément de trouver une autre solution que le surplomb. Donc pour essayer de soigner, bien sûr améliorer la formation des syndics, ça je dirais que c'est notre partie, essayer via des travaux de sensibilisation, de demander à nos collaborateurs de suivre ce genre de webinaire. C'est l'un des points. Mieux sensibiliser, c'est ce que j'indiquais, les maîtres d'œuvre aux contraintes juridiques. C'est vrai qu'il faut, c'est des techniciens, nous on est un petit peu entre les deux, et il faut vraiment qu'on passe le message, c'est aidez-nous. C'est dans ce sens-là que je le dis, hein, c'est pas faites le boulot à notre place, c'est aidez-nous, rappelez-nous les problèmes qu'on va rencontrer, insistez dessus et dites-nous voilà, de ne pas oublier. Et peut-être, mais ça c'est plus une question qui concernerait les, les, euh, les syndicats professionnels, c'est peut-être de tenter, je suis très optimiste, hein, mais de tenter d'amender la loi et le décret, peut-être pour essayer de raccourcir le délai de 6 mois qui est très long, et peut-être surtout d'essayer d'encadrer le montant des indemnités qui pourrissent les débats. Aujourd'hui, le demandeur veut payer une somme la plus faible possible et généralement inversement proportionnelle à celle qui est souhaitée par le voisin. Nous, on estime qu'aller mettre une ITE sur un mur pignon un peu pourri, bah, ça vaut pas très cher et quelque part, soyez content qu'on vous fasse un beau truc. L'autre en face, il croit être assis sur un tas d'or et veut réclamer des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers d'euros pour qu'on vienne mettre 25 centimètres d'épaisseur chez lui, bon, et d'accéder chez lui pendant un mois ou deux. Donc c'est vrai si on pouvait imaginer plaider, bon, ça reste un souhait, pas sûr qu'on puisse y arriver. En conclusion, quelques recommandations. Avoir bien sûr un dossier technique solide. De mon avis et du ressenti de nos collabs, c'est que le passage par un bureau d'études et un architecte est quasi obligatoire, à part pour un petit dossier facile. On le disait dans le dossier de présentation, enfin dans le dossier pour la notification, c'est indispensable d'avoir un dossier hyper solide. Nous, syndic, on s'y connaît un peu, on est capable de vulgariser les choses, mais on n'est pas capable de présenter, à mon avis, et on n'a pas forcément le temps en plus, ni même la rémunération, je dirais, pour faire un dossier qui soit nickel. On conseille évidemment de mettre un notaire dans la boucle dès le début pour la rédaction du projet d'acte qui est prévu à la notification. On gagnera comme ça un petit peu de temps, surtout que maintenant il commence à y avoir certains notaires, j'en ai interrogé, deviennent peu à peu familiers à ce genre de démarche et commencent à avoir des textes quasiment tout faits. Donc, néanmoins, plus tôt on le met dans la boucle, plus tôt vous avez ce document qui, je rappelle, doit être joint à la notification si on doit aller vers une notification. Si on doit aller justement dans cette direction, avoir un avocat pour rédiger cette lettre de notification et le projet de convention. On a fait la liste, hein, Nalmas l'a fait tout à l'heure de tout ce qu'il y avait dedans. Ça peut paraître pas grand-chose.
pour avoir un petit peu, pour me dire, tiens, je vais essayer de voir dans le détail, en fait. Et puis c'est tellement engageant en termes de responsabilité et qu'on en porte déjà suffisamment sur nos épaules par ailleurs. Je pense que faire bosser un avocat sur le sujet est plutôt une bonne idée. Et sur le point des indemnités, sauf à discuter avec son voisin pendant des heures sans forcément trouver une solution sur la valeur des mètres carrés qu'on va lui prendre, euh, probablement le recours à un expert immobilier, peut-être un expert judiciaire immobilier, pour fixer le montant des indemnités, des deux indemnités, je rappelle, hein, qu'il y a à la fois celle du surplomb et celle de la tour d'échelle, et peut-être une piste qui était explorée. En tout cas, à garder en tête que on peut forcer le voisin, même si c'est long, et en sens inverse, on peut être forcé à accepter une ITE, donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère quand un syndic reçoit ce courrier, il faut pas le mettre en haut de la pile parce elle se remplit vite et que ça finit rapidement plutôt tout en bas, voire dans des endroits qu'il faudrait pas. Que le dossier est assez complexe et que c'est pour ça qu'il faut le prendre tout de suite parce qu'il y a un formalisme assez strict à respecter et que ça s'improvise pas. Que si rien n'est fait dans les 6 mois, ça vaut acceptation tacite. Donc, je pense qu'on aurait des clients qui seraient potentiellement pas très très contents si on venait leur dire, ben, monsieur les copropriétaires, monsieur les copros, on a oublié de vous signaler qu'il y a 6 mois de ça, on avait reçu, je pensais que c'était pas très grave, mais en fait maintenant, ben, le voisin, il a le droit de rentrer chez nous. Il y a quand même un petit risque, je pense, pour le mandat derrière. Euh, et que le refus, si on doit en opposer un, ne peut se faire que par saisine du juge après une décision d'AG. C'est-à-dire ce n'est pas le syndic qui reçoit le courrier qui dit qu'à cela ne tienne, je réponds à mon confrère. Non. On met le point à l'ordre du jour d'une assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire suivant le cas de figure, et il n'y a que l'AG qui est à même de donner une décision. Voilà. Très En bien. espérant. Ben, merci Foucault pour ce retour d'expérience très enrichissant. On a encore quelques questions. Donc, vous avez parlé de timing. Il y a une question sur bah, du coup toutes ces démarches à entreprendre. Est-ce qu'il vaut mieux les faire avant ou après le dépôt de dossier, donc de demande d'accord, enfin de demande préalable auprès de la direction d'urbanisme? Pour moi, ça se fait avant le. Quand on en est à déposer la DP, c'est que le dossier est déjà validé, voté et ainsi de suite. Moi, de mon point de vue, c'est un dossier qui doit se monter dès que l'idée de l'ITE germe dans l'esprit Mm. de l'architecte qui est en charge, ou du bureau d'études qui est en charge du dossier. C'est trop long, trop compliqué et on n'a pas forcément suffisamment de temps à consacrer d'un bloc. Donc je pense que plus on s'y prend tôt, c'est la Mm. DP, quand on est à la DP, on est presque royal là déjà, ça y est, c'est la fin. Et moi, je rajouterais peut-être quelque chose, c'est si on veut tenter en plus de l'amiable avant vraiment de passer par le droit légal de surplomb qu'on a vu, qui est plus lourd, qui est voilà, il faut se donner le temps aussi de ça, de dire bon, si l'amiable ne va pas et que nous, de toute façon, à un moment donné, il faut qu'on isole, il faut qu'on empiète pour parce qu'il faut pas oublier que certes, il y a des cas où l'isolation sera pas, comment dire, c'est pas quelque chose qui est urgent, on va dire, mais ça va devenir de plus en plus urgent avec toutes les contraintes qu'il y a pour les propriétaires, notamment pour les propriétaires bailleurs. Et, et sur certaines copropriétés, ça va être nécessaire d'agir vite, on va dire. Donc, si on veut en passer d'abord par la voie amiable, autant prendre vraiment du temps en amont pour essayer l'amiable et se dire non, non, l'amiable, ça ne va pas fonctionner. On va partir du coup sur quelque chose qui soit plus radical, comme revendiquer un droit légal de surplomb avec la notification et tout ça. Voilà. Parfait, super. On a quand même pas mal de questions monétaires. Donc, il y a des questions, notamment, bah, vous aviez parlé tout à l'heure du AG extraordinaire pour respecter le délai de 6 mois. Mm. Cette AG, elle est aux frais de qui, du coup? Du De, syndicat. Ah, du syndicat. Pardon. Ouais, On est d'accord. Du syndicat, tantième généraux. de la copropriété qui va Oui. être surplombée. oui. Ah oui. Ok, très bien. Enfin, les deux AG, quelles qu'elles soient, oui, l'AG, oui, oui, pardon, oui, oui, c'est sur les 6 mois, oui, oui, donc, oui, oui, de toute façon, ah oui, oui. Ouais. Après, Sauf elle coup peut de mettre ça bol, dans ça un. tombe, exactement. Coup de bol, ça Oui, tombe au moment où la géo arrive.
Mais plus vraisemblablement, on peut supposer que celui qui veut isoler va tenir son AG dans la période habituelle, donc souvent le deuxième trimestre de l'année. Le temps qu'il finisse sa période d'AG, qu'il envoie sa demande, ça va arriver chez le confrère plus tôt sur le deuxième semestre, date à laquelle on tient Mm, moins d'AG. Et donc probablement aura-t-il le plaisir de convoquer ses copros en AGE, mm, Eh bien, à sa euh, charge. mm. ok. Et vous auriez des retours d'expérience sur les montants des frais de notaire à peu près? Non, non, Alors, parce que comme je vous l'indiquais, ouais. en tout cas, moi, de notre côté, on n'a pas été jusqu'à Mm. respecter ce formalisme, donc non, je n'ai pas d'idée. Alors, moi, j'ai pas eu de retour. Pour le coup, ça a été des discussions qui ont été menées entre juristes, en fait, là-dessus, sur les frais de notaire par rapport au projet d'acte authentique constituant le droit de surplomb. Et les notaires partent sur le fait, je l'ai vu en premier, on discute de la qualification juridique du droit. Et selon la qualification juridique, il peut y avoir un impact fiscal, notamment en termes de ce qu'on va payer pour l'acte. Les notaires partent sur l'équivalent d'une constitution de servitude légale. Et c'est vrai que normalement, là, c'est un droit fixe qu'on a de 150 euros quand on fait ça. Bon, après, il peut y avoir quand même des frais un petit peu en plus du notaire, hein. Je parle vraiment les frais de publication. Voilà, on évite, on n'est pas considéré comme étant une cession, une vente avec des droits de mutation. On part là-dessus, c'est le seul élément que je pourrais évoquer. Après, les droits, la rémunération même du notaire, les émoluments du notaire, ça, c'est, voilà, je ne pourrais pas le dire, ça. Je ne sais Ça pas. ira, à mon avis, pas chercher excessivement loin, plus ils en feront, moins ça vaudra cher. Celui avec lequel j'avais discuté sur ces émoluments me parlait d'une somme entre 1500 et 2000 euros. Alors, c'est pas rien, mais c'est pas réparti si vous avez une copro Hmm, de 20, 30 et bien plus copropriétaires, c'est pas des sommes gigantesques. Et ça, hmm, c'était pour un notaire parisien. ok. Eh bien. Et il y a une question notamment, donc on a parlé du cas où c'est deux copropriétés, et quand c'est le cas de deux propriétaires qui sont dans une même copropriété, est-ce que c'est à envisager de manière différente ou ça se passe pareil? Deux copropriétaires dans une même copropriété, on ne surplombe pas du coup une propriété voisine. C'est la même propriété. Si effectivement il y a besoin à un moment donné, imaginons, alors j'arrive pas à voir le cas hein, physiquement, mais besoin d'isoler une partie, pour moi ça va être plutôt une constitution de servitude, mais au sein même de la copropriété entre deux copropriétaires. Mais ça, il faudrait voir si c'est possible. Je sais qu'il y a des constitutions de servitude qui sont possibles entre parties communes et parties privées. Donc ça, pourquoi pas. Mais on n'est pas dans ce cadre-là, puisque on est sur la même parcelle en fait. La copropriété, elle est sur une parcelle et c'est la propriété. Il n'y a que si on empiète sur vraiment une copropriété, une parcelle voisine, qu'on va se retrouver dans le cas du droit légal de surplomb. Là, on n'y est pas. Après, ça peut être un arrangement entre les copropriétaires, un arrangement avec le syndic, il faut absolument qu'il y ait, voilà, et ça peut être une demande de travaux en assemblée générale avec une servitude. Ça va pas du tout être dans ce cadre-là qu'on a vu aujourd'hui, pour moi. Mm, Tout à fait. mm. Eh bien. Il y a notamment une demande de précision, donc vous aviez parlé du droit de tour d'échelle plus tôt, Isabelle, et du coup, est-ce que le droit de tour d'échelle doit faire l'objet d'une indemnité également? Oui, Ok. deux indemnités. Une, en tout cas dans le cadre du droit légal de surplomb, deux indemnités. Une pour le droit de surplomb, c'est-à-dire le droit de surplomber en permanence. Et deuxièmement, pour une indemnité pour le constitution. Absolument. Ouais, deux indemnités. Et je Ok. dirais que celle de la servitude de tour d'échelle me semble, à mon avis, un peu plus logique. Il est vrai qu'on vient envahir quand même le voisin, potentiellement en lui mettant un échafaudage dont les pieds vont reposer chez lui pendant des semaines, si ce n'est des mois, avec potentiellement des norias d'ouvriers, avec de la poussière, du bruit, ainsi de suite, alors que le gars a rien, enfin que la copro a rien demandé. Ça fait partie des relations de bon voisinage, mais on peut comprendre que ça puisse être un peu pénible au quotidien de subir le chantier du voisin. Donc, intellectuellement, elle me semble plus compréhensible, celle de Tour d'Échelle, même si, en fait, pendant des, je dirais moi, de tout temps, alors j'ai pas non plus 200 ans, mais sur 30 ans d'expérience, sur les 25 dernières années, toutes les servitudes de Tour d'Échelle que j'ai eu à faire étaient gratuites, c'est-à-dire qu'on allait voir le voisin,
on se mettait d'accord, éventuellement on signait un protocole où il y avait une validation Mm. sur 2 AG respectifs des 2 immeubles différents, et c'était gratuit, on se serrait la main, fini. J'ai noté quand même depuis quelques années qu'il y avait maintenant de façon quasiment systématique des sommes qui étaient demandées pour pouvoir bénéficier. Dans les cas, nous en interne, de ce qu'on a pu voir ou recevoir, enfin donc donner ou recevoir, c'est assez divers, hein, mais ça a été, et je parle pour des immeubles, le cas parisien, donc on ne peut pas en faire une généralité. Néanmoins, on a nous demandé pour un chantier assez important une somme globale hein, entre les deux montants qui étaient de quasiment 20 000 euros. On a reçu une fois, c'était surtout la servitude de tour d'échelle qui était particulièrement dérangeante pour les copropriétaires. Et c'était il y a 6 7 ans, mais enfin, c'était quand même une somme de 50 000 euros, donc quelque chose d'extrêmement significatif. Les copros étaient très contents. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et je dirais que pour l'instant, dans celle qu'on a vu passer, où ça s'est fait à l'amiable, c'était entre gratuit, dans le cas que je montrais tout à l'heure, et entre 5 et 10 000 euros. Voilà. Oui. Mais là, 5. par contre, dans le cadre du droit légal de surplomb, il faut une indemnité. Il faut une Ouais, tout à indemnité, fait. Ouais. ça peut pas Mais être gratuit, hein. elle pourrait être d'1 euro à la limite, enfin, ou de 100 euros Oui, il faudrait juste quand pour même qu'elle marquer ait le une coup, quoi. Oui, tout à consistance, fait. voilà. Elle Ouais. répare un préjudice, donc il faut à un moment donné qu'elle ait une consistance. Ouais. Ok, très bien. Ça sort peut-être un peu du cadre de l'isolation thermique par l'extérieur, mais du coup, il y a une question qui se pose sur lorsqu'on fait des travaux de ravalement, on n'a pas du coup ce droit d'échelle qui est mis en place. Si, Ah, Si? si, bien sûr. le droit d'échelle, il existe depuis très longtemps, hein, même avant les problématiques d'ITE, comme l'a dit Monsieur de Pongeville quand il a cité ces exemples. Cette servitude de tour d'échelle, on l'utilise depuis dès, enfin, voilà, dès qu'il y a des travaux qui nécessitent l'accès à la propriété voisine, voilà, pour les faire sur sa propriété, on doit faire une constitution de servitude de tour d'échelle, et ça peut être notamment pour des travaux de ravalement. Que ce soit Simple. pour aller couper les branches de son arbre qui dépassent chez le Voilà. voisin, ou effectivement faire un ravalement. On n'a pas Hmm. attendu les ITE effectivement pour Ouais. faire des tours d'échelle et Hmm. on en a fait des dizaines et des dizaines ces dernières années, bien avant les ITE. Hmm. Que ce soit effectivement pour un ravalement, pour aller accéder à un toit, à un bout de mur, à des arbres, à des canalisations, enfin bref, Hmm. on s'en sert assez. Dieu merci, c'est pas notre quotidien parce que c'est quand même assez pénible. Déjà rien qu'à l'identifier, enfin maintenant c'est plus facile avec le registre. À une époque c'était compliqué d'aller identifier le syndic d'à côté. Euh, mais enfin bon, donc on court pas après, mais c'est fréquent. Et ça fait l'objet aussi du coup d'indemnité? Oui. Ok, C'est ce très que je bien. vous indiquais, pendant très longtemps, on faisait valoir ces servitudes et elles étaient, je dis pas que ça se résolvait autour d'un verre, mais presque. En tout cas, c'était de bonne aloi et chaque assemblée votait son truc et c'était gratuit. Chacun se disant, ben, la prochaine fois, ce sera mon tour, ce qui est généralement Hmm. le cas, hein. C'est-à-dire que ce que l'un fait, l'autre le fait 10 ans après. Et c'est devenu monétisé de façon beaucoup plus prégnante ces dernières années. Voilà. Et dans le cadre du droit légal de surplomb, ça a été institutionnalisé, le fait d'avoir une indemnité. Mais pour les travaux d'ITE avec surplomb, hein. Pour les autres cas de travaux, on peut être sur une constitution de servitude de tour d'échelle gratuite, hein, c'est pas interdit, hein. Mm. Ok, parfait. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va peut-être attendre encore 2 petites minutes si jamais il y a d'autres questions qui se posent. Et sinon, on arrêtera le webinaire. Je vois dans le chat, parce que quelqu'un qui, que donc en plus du montant des travaux honoraires architectes, il faut que la copro vote aussi les indemnités à verser Mm. à la copro voisine. Oui, bien sûr. Mm. Effectivement, on n'a pas intérêt, le Gestio n'a pas intérêt à oublier cette sous-résolution qui vient rajouter une couche supplémentaire à un Mm. gâteau souvent indigeste. En tout cas Mm. que du goût des copros. Mm. Ouais, puis ça fait des frais en plus. C'est vrai que pour Ouais, bien sûr. Oui. les petits projets, Ah bah, vous enfin, on avez n'est une pas. petite copro, vous êtes genre Mm. syndic bénévole, vous devez payer 1500 balles, 2000 balles de notaire, plus 3 4 000 balles à la copro voisine.
Ouais, ça peut être un peu pénible. On peut atteindre rapidement des cotes-parts individuelles de quelques milliers d'euros, en plus de tout le reste, sachant que c'est la petite partie. Donc, non, ça peut être assez désagréable. Mm. Il faut pas oublier les cas aussi des propriétaires individuels, parce que là, on est beaucoup axé copro, parce qu'on est dans une région dense, voilà, enfin, urbaine dense. Mais il y a des cas aussi de monopropriété, hein. Bon, c'est pas non plus évident quand on est seul, entre guillemets, propriétaire à aussi à verser et tout, quoi. Mm. Aussi, d'autres questions. Donc, a-t-on déjà perdu des subventions à cause d'un refus d'empiètement? Quel recours possible si ça remet totalement en cause le projet? Non, dans le cas que en tout cas pour nous, hein, pour le cas que j'évoquais tout à l'heure, où on a dû abandonner notre ITE, on a pu, même si c'était plus cher, mais au final, dans le calcul, on pensait que ce serait quand même plus rentable, on a abandonné l'ITE, on est passé par une isolation intérieure. Les copros ont un peu fait la tête parce qu'on aura mangé quelques décimètres carrés dans le 16e, je vous dis pas, un peu compliqué, mais au final, on a conservé des résultats tout à fait similaires, donc on n'a pas perdu suite à cet abandon, mais ça aurait pu être le cas. Je pense que si ça avait été le cas, si ça avait remis en cause l'économie générale du projet, notamment des subventions, on aurait été au bout du process, c'est-à-dire qu'on aurait fait notre notif, on aurait fait la procédure qu'il fallait pour avoir les accès et on aurait obtenu notre ITE. Mais là, comme on a pu trouver une autre solution, fut-elle légèrement plus chère, on a décidé de passer autrement. Ah, si, d'accord. Je Alors crois que sur vous la... avez fait les Ouais. questions en même temps que moi. Bah oui, du coup, on a pris oui, on a pris Il n'y a le pas de chat. C'est vrai que souci. comme ça, on voit tout le déroulé. Si la copropriété voisine est d'accord pour ne pas prendre d'indemnité pour le surplomb de l'ITE à l'amiable, est-ce que c'est OK? Oui. Si on est à l'amiable, on n'est plus dans ce cadre du droit légal de surplomb qui impose une indemnité pour chaque chose. À l'amiable, on peut très bien négocier sans indemnité ou avec une indemnité qui soit basse. Est-ce faut-il réaliser un document écrit le stipulant? Oui, quoi qu'il arrive, même si on est à l'amiable, il faut coucher sur papier un protocole, une convention qu'on appellera convention de servitude de surplomb, enfin ce qu'on veut, mais en tout cas, il va falloir le mettre sur papier. Et même, je dirais, il faut le publier, parce que la publication à la conservation des hypothèques, ça permet d'informer les tiers et ça rend opposable au tiers, projet, à tout tiers, ce qu'on a fait. Et ça a quand même une certaine importance pour éviter des contestations de tiers. Donc oui, oui, bien sûr, à un moment donné, il faut toujours un écrit, hein, juridiquement, surtout des choses aussi importantes que ça, qu'un empiètement. Voilà. Mm. Parfait, super. Bah, je vois qu'il est bientôt, bientôt l'heure, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir mettre fin au webinaire. En tout cas, je vous remercie encore, Isabelle et Foucault, pour votre partage d'expérience. C'était très enrichissant, je pense, pour beaucoup de personnes. Ben, Je vous merci pour prie. l'invitation. Super. Et ben écoutez, merci à tous et puis bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, merci, bonne soirée à tous. Au revoir.